dans cette première version de podcast. Alors, je ne vais pas faire semblant de ne pas te connaître et je pense qu'on peut dire qu'on est des amis. Ça a un avantage et un inconvénient. Ouais. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de me convaincre sur ton expertise, sur ce que tu fais, sur ce que tu peux apporter au marché. Je te considère vraiment comme la personne à suivre dans le monde de la vente en ligne, dans le closing. Ça, c'était le côté positif. Le côté négatif, c'est que comme tu es mon pote, je vais pouvoir te faire parler Ok. et te faire dire des choses que je pense que beaucoup de personnes n'ont pas la chance d'entendre parce qu'ils ne baignent pas dans ce marché-là, du closing, du business en ligne. Je pense que c'est important d'entrer dans la partie cachée de l'iceberg. Alors là, tu sais quoi? Ouais, On va y aller. ok. Donnons-leur ce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Absolument. Ok. J'adore ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Bon, moi, c'est Osama, professionnel de la vente, passionné par ce domaine depuis déjà très longtemps, depuis mes débuts. Ça fait 13 ans que je suis dans le milieu. Euh, Là, je me suis spécialisé ces dernières années dans l'accompagnement de commerciaux, de professionnels de la vente, coachs, entreprises, équipes de vente, à mieux performer, à comprendre les codes de la vente en ligne, à s'adapter à différents profils, à surtout se réconcilier avec ce domaine-là. Donc, c'est là où je prends mon pied. C'est ma zone de génie, mon expertise. Et ce que j'aime là-dedans, en fait, c'est que la vente, c'est un lien avec la psychologie, comprendre les comportements d'achat, comprendre comment les gens pensent, et surtout dans ta manière de communiquer. Parce que tu dois comprendre justement comment les gens fonctionnent, comment est-ce qu'ils prennent des décisions, et comprendre leur langage. Techniquement, on parle la même langue, mais avec des mots différents, avec des manières de compréhension qui sont propres à chacun. Il y a différents profils, et ce que j'aime dans la vente, c'est d'avoir ce côté caméléon, d'être capable de toucher tout le monde. Peu importe ton style, ta personnalité, voilà. Et ça, en fait, c'est une compétence qui sort du cadre professionnel. Parce qu'une fois que tu maîtrises ça, ça a un impact aussi dans ta vie perso, dans ta relation de couple, avec tes enfants, avec tes amis, ta famille. Et je trouve ça beau. Et le plus beau dans tout ça, pour terminer, c'est que plus on creuse dans ce sujet-là, et plus on se rend compte que l'être humain est incroyable et qu'on n'a pas fini d'apprendre. J'aime bien ta manière de te présenter parce que tu es vite parti dans le vif du sujet et tu parles beaucoup de psychologie humaine. Ouais, Tu fais beaucoup le lien entre la vente et la psychologie. ouais. D'où ça devient ça? En fait, ça va de pair. Vendre, influencer. En fait, vendre, c'est provoquer un changement. D'accord. Et aujourd'hui, si on se spécialise vraiment sur le marché de la vente en ligne, Hmm. il y a des programmes à plusieurs milliers d'euros qui demandent un réel changement. Et le changement est inconfortable pour le cerveau. Et donc, si les gens savaient prendre des décisions face à l'inconfort, Hmm. des décisions dans leur intérêt, ils n'auraient pas besoin de vendeurs. Sans parler d'expertise encore, de conseils ou autre, juste dans l'action, le passage à l'action, si on n'avait pas besoin de vendeurs, on ne serait pas là. Et donc, il faut comprendre ces mécanismes-là qui te font passer à l'action. Ça va de pair, parce que s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de vente. Ok, quels sont ces mécanismes-là, les plus importants là, si je devais partir avec 3 mécanismes importants qui me font passer à l'action lors de l'achat? Dans certains cas, les prospects ne sont même pas conscients du problème et de la durée, de l'impact du problème dans leur vie quotidienne, ou bien même d'avoir conscience de qu'est-ce que ça changerait s'ils réglaient ce problème-là. Et donc, la première des choses, je dirais, c'est de leur ramener cette petite lumière-là, c'est de mettre le comment on appelle ça, le, Le le focus? curseur, le focus au bon endroit. C'est que tu prends la caméra et tu la décales juste un petit peu, et se dit, ah ouais, c'est vrai, quand même, ça change. Qu'est-ce que je fais? Le temps passe. J'abuse. Eh, Et ça, c'est des prises de conscience que le prospect peut avoir quand tu as les bonnes questions, qui l'amènent à lui-même prendre conscience et par la même occasion responsabilité du problème. Et c'est comme ça qu'il pourra prendre la responsabilité de la solution. Donc ça, c'est un exemple. Je peux t'en donner un suivant. Le prospect a besoin de voir parfois l'échec pour passer à l'action. Et donc on a besoin de le projeter sur ce qu'il n'a pas envie de voir. Je vais te donner un exemple. Hmm. Il y a des personnes en appel qui peuvent te dire pour l'instant, j'en suis pas là. Je ne sais pas, je ne peux pas dire, j'en suis pas là.
c'est clairement un signe d'une personne qui veut fuir, directement ou indirectement, une réalité. Et donc, c'est son cerveau qui veut fuir. Il n'a pas envie de regarder à cet endroit-là, parce que ça ne lui plaît pas. Et c'est justement à ce moment-là qu'il faut insister, d'une certaine manière, en posant des questions, en reformulant, en amenant le prospect à voir ce qu'il n'avait pas envie de voir, parce que s'il pense de la même manière avant et après l'appel, ça ne servira à rien. Ok, merci. Moi, j'ai toujours été intéressé par la vente. Ok. Ouais. Tu connais mon profil, ça ira plus vite. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Mais il y a certaines étapes dans la vente où, naturellement, je ne suis pas à l'aise. Tu vois, par exemple, je peux expliquer, répondre à la problématique, donner des solutions, voire pitcher. Ouais. Mais le passage de la caisse, là, le passage à la caisse est parfois un peu difficile pour moi. Je vais chercher, je pense que chacun d'entre nous, quand il est en train de vendre, parce qu'on est toujours en train de vendre, il y a des moments comme ça dans le process où il y a un malaise. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi, si tu fais l'analyse derrière? Ça veut dire beaucoup de choses et c'est très pertinent ce que tu me partages. Je t'en remercie parce que c'est une des difficultés du vendeur. C'est ce côté collecte, amener l'achat. Et là, en fait, le truc, c'est que même si tu es inconfortable, parce qu'au début, on est toujours inconfortable à cette étape-là. Et je dirais même que certains sont déjà très expérimentés et ont toujours ce malaise à cet endroit-là. Et c'est normal, ça peut se comprendre. Donc ici, l'idée, déjà, ça te demande une préparation avant l'appel, un conditionnement pour te mettre dans le meilleur mood et la meilleure énergie. Mais à côté de ça, c'est être capable de comprendre ton discours interne, de comprendre l'état dans lequel tu te situes à ce moment-là et savoir comment réagir. Tu vois, parfois, moi, je peux être dans cet état de « Ok, j'ai pas vendu là, ça fait une semaine. Et j'ai envie d'aller chercher mes objectifs. » Donc, quand je vais me retrouver face à cette situation-là, je vais dire « Je suis pas loin là, il faut collecter. » Sauf qu'au moment là, je dois être capable en un quart de seconde de me dire « Ok, hey, je suis dans une énergie de manque, de besoin. » Donc, je vais justement faire tout le contraire que ce que mon cerveau me dit de faire. Il me demande d'aller vite, je vais prendre mon temps. Ok. Tu sais, j'ai regardé quasiment toutes les vidéos qu'il y a dans ta plateforme de formation, parce que ça m'intéresse. Ouais. Et j'ai beaucoup appris. Et j'aime bien on va dire cet exemple, cette parabole que tu fais entre le closer et le médecin. Tu vois, notamment dans la vidéo prescription de vente. Ouais. Médicale, pardon. Ouais. Prescription médicale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors là, en fait, pour moi, c'est le meilleur exemple pour illustrer le métier d'un closer, d'un commercial, d'un professionnel de la vente de manière générale. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Il commence par un diagnostic. On est d'accord? Pourquoi tu es là? Comment est-ce que je peux t'aider? Explique-moi tout. Ensuite, il te donne une prescription. Donc, par rapport à ton problème, voilà ce que tu peux faire. Jusque-là, tu me suis? Bien sûr. Et en fait, cette posture-là, je l'aime beaucoup. Parce que ça montre qui est l'expert et qui a besoin de la solution. Donc, j'inverse complètement la perception qu'on peut avoir. Oh, il y a un commercial, il va me pitcher son offre, il va essayer de me convaincre. Non, non, pas du tout. C'est explique-moi, toi, pourquoi tu es là. Et je te laisse imaginer les dernières fois où tu as pu rencontrer un médecin. Comment est-ce qu'il s'est comporté avec toi? Quelle a été sa posture? Ouais. Tu as un exemple à me donner là tout de Ouais. suite qui te vient en Moi, tête? j'ai un médecin, je ne vais pas dire son nom. On va l'appeler Villespide. D'accord? C'est pas très loin. C'est un gars, laisse tomber. À chaque fois que je vais le voir, ça dure même pas 35 secondes, la consultation. C'est bonjour, comment allez-vous? Très bien. 1, 2, 3, Doliprane, X, Y, Z, merci, au revoir. C'est limite frustrant pour moi parce que je me dis, attends, je viens chez le médecin, je passe plus de temps sur Doctolib, dans la salle d'attente, que chez lui. Absolument. Il fait ça avec une froideur incroyable. Ok. Alors là, on a un exemple d'un médecin qui est peut-être un peu froid. Pour d'autres, un médecin est peut-être un peu chaleureux, il Ouais. fait des blagues, il rigole, Ouais, il joue c'est avec les vrai. enfants, etc. C'est ok. Mais dans la structure, c'est toujours la même chose. En Exactement. fait, je vais t'expliquer. Les médecins sont entraînés. C'est-à-dire que quand tu rentres chez eux, ils veulent savoir directement pourquoi est-ce que tu es là. Comme le closer. Et il va te poser des premières questions. Avec ces questions-là, il sait très bien où est-ce qu'il t'emmène. Il filtre. D'accord. Parce que le patient n'est peut-être pas conscient de son problème. Et donc, il va lui poser une question. Alors, est-ce que tu as des nausées, vomissements, diarrhée,
Est-ce que tu as de la fièvre? Ok. J'hésite entre deux options. Option A, il n'y a pas de fièvre. Option B, il y a de la fièvre. Est-ce que tu as de la fièvre? Non. Ok, ça peut pas être cette option-là. Donc, c'est peut-être l'option A. Option A. Deux potentielles autres options. Et il filtre comme ça et il avance. Et donc, en 3, 4, 5 questions, il sait déjà quel est ton problème. Pour après te donner la prescription. Dans le closing, c'est pareil. On se fait un appel de découverte. Je veux comprendre tout de suite pourquoi tu es là. Tes réponses ne vont pas forcément me convaincre. J'ai besoin d'en savoir plus. Ok, d'accord. Explique-moi ta situation actuelle. Qu'est-ce qui t'a amené à moi? Quel a été le déclic qui t'a donné envie de prendre un rendez-vous? Et puis, je vais enchaîner. Et je vais filtrer et je vais avancer dans ma structure d'appel comme le médecin a sa structure. Le médecin est entraîné pour ne pas paniquer devant un patient. Le closer est entraîné pour amener le prospect à voir ce qu'il ne voit pas et provoquer un changement. Ok, tu sais, là, quand tu es en train de me parler, il y a plusieurs idées qui fusent dans ma tête, Ouais. plusieurs questions qui viennent en même temps. Je vais essayer de me concentrer. La première, c'est, j'ai remarqué que tu parlais beaucoup de neutralité. Tu parles de position neutre, de réponse neutre. Et ça, c'est un truc, on va dire, ça vient contredire tout ce qu'on m'a appris sur la vente. Il fallait être chaleureux, qu'il fallait discuter, qu'il fallait créer une connexion, même mettre de l'émotion. Ça s'explique comment? Bah, écoute, tu dois toujours rester neutre, ça c'est un fait, mais ça ne t'empêche pas d'être chaleureux, de créer de la connexion, d'être un peu froid. En fait, moi, ce que j'enseigne à mes clients, c'est de ne pas avoir un style, mais d'avoir une boîte à outils et d'être capable de t'adapter à différents profils. Donc, par moment, j'ai besoin de montrer que hey, c'est sérieux ce qu'on fait. Quand je vois que la personne en face le prend peut-être un peu à la légère ou à la rigolade. Donc, je vais adopter un ton par rapport à la situation ou une posture. Dans d'autres cas, je n'ai pas forcément besoin de le faire. Je peux parfois même jouer un peu d'humour, hein, je peux sourire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui sourit de base. Et je vais même plus loin, je suis de nature, d'apparence froide. D'apparence. Donc, je me sers même de ça dans mes appels. Mais une personne qui est de nature chaleureuse et souriante, je vais lui dire de rester elle-même, de ne pas jouer un jeu. Et pour reprendre l'exemple du médecin et terminer là-dessus, un médecin se doit d'être neutre. Il n'est pas là pour te demander alors, t'as passé où tes vacances? Ah, super, tu fais ça, d'accord, bravo, super. Il est là pour être complètement neutre. Il te donne même pas son avis. Il te dit, ok, voilà le problème, voilà la solution. Et quand je pitch, c'est la même chose. Je vais pitcher par rapport à la situation qui m'a été exposée. Donc, tu vois, un médecin, qu'est-ce qu'il ferait? Alors, pour tes mots de ventre, là, tu vas me faire ça, matin, midi et soir, ça va régler ça. Donc, problème, action, conséquence. Dans un appel, c'est pareil. Je ne vais pas faire le même pitch à tout le monde. Je vais le personnaliser, mais avec le même ton, avec une voix monotone. Je désacralise le pitch pour rendre ça en fait quelque chose de naturel et de logique pour toi. Okay. Est-ce que tu vas contredire un médecin qui va te prescrire des médicaments? Non. Tu vas le suivre parce que pour toi, ça paraît logique. Il y a ce cadre d'influence dans lequel il t'a rentré. Bah, c'est exactement ce qu'on fait aussi avec des prospects quand on sait qu'on peut les aider. Ok. N'hésite pas à être dur envers moi-même, tu vois, parce que tu me connais, tu connais mon cursus. Je t'ai déjà dit plusieurs fois, Oussama, quand je regarde et quand j'écoute ce que tu fais là, tes conseils, je vois tout de suite, lors de mes closes, entre guillemets, quand je pitch mes offres, bah ça marche. Et je te dis, Oussama, franchement, j'ai envie de me mettre à closer, tu sais, mais comme un vrai closer, prendre des appels, et même pour d'autres offres. Et je suis toujours un peu, entre guillemets, déçu de ta réponse parce que tu me dis, non, je te conseille pas. Pourquoi cette réponse? Et qu'est-ce que les personnes qui écoutent ou qui regardent ce podcast-là peuvent en tirer aussi? Alors, pour toi, c'est particulier. Tu veux aller closer d'autres offres pour monter en compétence? Ouais. Tu n'as pas besoin de closer d'autres offres. Reste dans ton domaine à toi. D'accord. Et je préfère que quelqu'un reste focus dans son domaine d'activité. D'accord. Et monte en compétence à son rythme dans ce domaine-là. Ce qui veut dire que si tu n'as pas dans ton domaine, dans ton business, l'opportunité ou la stratégie qui t'amène à avoir des appels qui vont te permettre de pratiquer, c'est OK. Tu te pratiques d'une autre manière, mais tu restes focus dans ton domaine. D'accord. Je trouve que ça n'a pas de sens d'aller closer notre offre en termes de temps et d'énergie investie, juste pour cette montée en compétence que tu peux apprendre d'une autre manière. D'accord, ok. Ça m'emmène vers une autre question qui est en vrai plus importante. Dans quel cas tu ne conseillerais pas à une personne de devenir closer ou de se former et d'essayer d'aller chercher un niveau supérieur? Parce que des fois, je pense à ma belle-sœur, à des amis que j'ai envie de
qui sont en train de se chercher. Ils sont là, ils cherchent des éléments sur le dropshipping, sur la crypto-monnaie. Ils veulent investir, ils veulent changer de carrière. Et le closing s'apparente comme l'une des solutions possibles. Ouais. Mais dans quel cas tu ne recommandes pas? Alors, je vais parler pour moi. Je ne recommande pas le closing à tout type de personnes qui cherchent un revenu passif ou qui cherchent à faire un peu d'argent en ligne ou qui aspirent à une liberté géographique et qui verraient le closing comme une opportunité juste pour ça, pour aller voyager et travailler à l'étranger. En fait, si tu n'as pas cette appétence pour la vente, cette passion, cette volonté de prendre une place sur le marché et de faire une carrière dans ce milieu-là, parce que ça te parle et que tu es ambitieux, ne parle même pas avec moi. Mais ça, c'est juste moi. C'est moi, comment est-ce que je vois les choses avec ma croyance à moi et ma philosophie de la vente. C'est que je ne peux pas travailler avec toi si tu veux juste faire quelques euros en ligne. Il y en a qui te font ces promesses-là. Viens gagner tes premiers euros avec moi en ligne. Et c'est pas ce que je propose. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un métier. C'est un métier. En fait, on voit tellement de trucs en ligne. Tu sais quoi? Tu as dit que tu allais te lâcher aujourd'hui. Je vais me lâcher moi aussi. Vas-y. Je vais me lâcher. C'est ce que me disait mon médecin. J'ai besoin d'extérioriser. C'est bon pour ma santé. Je vais me lâcher. Je vais me lâcher. Et c'est bon, c'est fini. J'arrête de garder les choses pour moi. Peu importe les conséquences. Peu importe les conséquences. Alors, en fait, c'est très simple. On voit tout aujourd'hui en ligne. Certains sont plus opportunistes que compétents. Ils voient de la lumière, ils rentrent. Et gagnent tes premiers euros en ligne. J'ai déjà, moi, une personne qui m'a contacté, coach en closing. Oui, j'aimerais bien que tu me formes. Ben, si tu es coach, tu formes déjà. Tu veux te former à quoi? Tu ne maîtrises pas? Ben non, moi, je viens de débuter. Pourquoi est-ce que tu formes? Ah non, mais moi, je ne forme pas à être un top. Moi, je forme juste à faire des premiers euros en ligne. Wow. En fait, moi, ce qui m'a surpris ici, c'est comment est-ce que tu as pu penser à faire une formation dès que tu as gagné tes premiers euros? Je sais pas. Moi, je vais te référer sur un programme en affiliation. Je vais gagner 50 euros sur ce programme-là en affiliation. Je vais monter une formation sur comment faire de l'affiliation. Ça ne rentre pas dans ma tête. Et malheureusement, il y a des cas comme ça. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Moi, j'ai mon avis dessus, je le garde pour moi. Mais pour moi, c'est de la folie. Pour moi, c'est de la folie. Et ça, ça crée des dégâts sur le marché. Et parfois, on se retrouve à faire le SAV du closing. Et il faut pas mal le prendre. Hein, mais moi, ça me fait mal au cœur quand des personnes sont investies et se déchirent. Et au final, derrière, c'est vide. C'est complètement vide. Alors, il y a ça. J'ai même des personnes qui m'ont dit, est-ce que tu peux me former à être un coach en closing? Ah ouais, ça, je le reçois aussi beaucoup en marketing. Voilà, tu vois, en fait, c'est des gens qui veulent pas passer par la première marche, deuxième et troisième. Ils veulent passer directement à la 10e. Et en fait, moi, ça aussi, j'arrive pas à le comprendre. Et à ce gars-là, je lui ai expliqué clairement, je dis, je suis désolé, je comprends pas ce que tu veux. Moi, tu ne peux pas être coach, selon moi et ma carte du monde, si tu n'as pas traversé le chemin. Bah ouais. En fait, je prends juste mon exemple à moi. En coaching avec mes clients, je parle de mon vécu, je parle de mes expériences, je parle de mes victoires, je parle de mes défaites. En fait, je comprends toutes les questions que mes clients me posent parce que je les ai vécues. Je les ai mangées pendant des années, des milliers d'appels. Donc, en fait, je n'ai même pas besoin de réfléchir ou de préparer un coaching. Ça me parle. C'est mon vécu. Ouais. Comment est-ce que tu peux être coach comme ça du jour au lendemain? Tu vas te retrouver en coaching, qu'est-ce que tu vas dire à tes clients? Je me dis, à un moment donné, tu vas ramasser le revers de la médaille. Donc bon, je suis en train de m'éparpiller là. Non, mais c'est très important. Mon médecin m'a dit que je devais extérioriser. Ouais. Et puis en plus, on parlait de prescription médicale, donc on est dans le thème. Voilà, je le fais pour ma santé. Après, on verra si on coupe ça au montage. Non, moi, je te préviens, on coupe rien. On coupe rien alors. Le parcours idéal, justement, avant d'arriver vers ce niveau de coach, formateur, etc., moi, je te le dis comme moi je le vois, et j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur ça. Pour moi, c'est déjà niveau 1 ou niveau 0. Je connais rien. Je suis même pas formé à la théorie, je découvre. Okay. Niveau 2, je suis formé à la théorie. J'ai suivi un programme d'accompagnement ou juste de la formation, j'ai lu des livres, j'ai trucs, voilà, etc. Niveau 3, j'ai pratiqué, mais avec l'aide d'un coach. Parce que pratiquer tout seul, c'est comme apprendre à faire des services tout seul. Tu vois, il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de coach pour corriger. Donc, pratiquer avec l'aide d'un coach, une fois que j'ai pas mal de pratiques. Ensuite, là, à ce moment-là, je commence à me former pour devenir formateur. Parce qu'il ne suffit pas juste d'être formateur, il faut aussi se former à ce métier de formateur. Tu vois ou pas? Parce que entre formateur en closing ou coach en closing et closer, ou voire même infopreneur en closing, c'est 3 métiers différents. Ouais. Ça te parle? Bien sûr. Alors, comment toi, allez, quels sont tes conseils pour tous ceux
qui veulent devenir coach ou même head of sales pour des closers? En fait, la question, c'est pourquoi est-ce que tu veux le faire? La vraie raison, je veux le vrai driver, en fait. Pourquoi est-ce que tu veux prendre cette place? Ah, mais je veux inspirer, je veux montrer. Je sais pas, je suis monté au sommet de la montagne et je veux jeter la corde. Ouais, je suis désolé, moi, j'ai une personne qui m'a dit, je veux devenir coach en closing, forme-moi. C'est quoi ta plus grande facture? 5 000 euros. J'ai des clients qui font 30 000 par mois et qui se proclament même pas coach. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on a des coachs qui ont performé sur le terrain. Et ça, c'est important de le dire parce que sur ce marché, il y a beaucoup de choses qui sont fake. Exactement. Et il y en a qui ont bien performé. Moi, j'étais dans une équipe où on était principalement deux closers. Et on performait bien. La différence entre moi et l'autre, c'est qu'il a closé 4 offres, j'en closais qu'une. Ça faisait déjà plus de 2 ans qu'il était là quand j'étais rentré. Et il y a une offre d'entrée et 3 upsells. À l'époque, il y avait 2 upsells. Ouais. Une offre de base et 2 upsells. Ça faisait 3 offres. Donc moi, j'ai close mes prospects pour la première offre. Et dès qu'ils performent et qu'ils font des lancements, qu'ils ont des résultats, c'est dans l'industrie business coaching, bah, ils sont reconnaissants, ils ont de la gratitude, ils ont de l'argent, ils ont tout pour passer au niveau d'après et continuer leur croissance d'entreprise. Donc c'est des clauses super faciles. Je ne pouvais pas les faire. Et c'était resté à travers ma gorge. Et un jour, ce coach-là, cet infopreneur, décide de lancer une autre offre pour ceux qui ont réussi, mais pas trop. Donc une offre intermédiaire, tu vois. Donc tu as réussi le premier programme, tu n'es pas éligible pour le plus gros, mais on va te créer une offre quand même intermédiaire. J'étais super excité. J'ai des clients qui ont réussi, qui veulent rester. Voilà, très bien, on a une offre. Je vais closer tous mes clients sur cette offre-là. Et on construit le truc ensemble, basé sur l'expérience terrain. Et à la dernière minute, je crois que la veille ou 2 jours avant, j'apprends que l'autre closer va prendre toutes ces personnes-là en appel pour cette nouvelle offre. L'excuse, c'est « Ah non, mais Oussama, la première offre, c'est la plus difficile. T'es bien dessus. En fait, sans cette offre-là, il n'y a pas de business. Donc, focus dessus. J'ai pris l'autre pour qu'on teste. Mais après, dans quelques mois, tu vas la closer. Quand tous mes clients seront closés. » Et en fait, je vais partir dans tous les sens. Mais là, c'est à partir de là, moi, je me suis dit non, stop. Parce que là, on rentre dans de l'éthique, on mange dans mon assiette. Et au final, on a un closer qui va faire 4 fois ma facture. Sans forcément être meilleur. Juste parce qu'il a des meilleures conditions. Des bonus que moi, je n'ai pas. Quand lui ne close pas, tu as l'infopreneur qui va venir, qui va, tiens, il y a une personne qui est prête là, à me laisser un mail. Tu vois, rebooster un peu l'équipe, manager. Moi, je n'ai pas ces avantages-là. En plus de ça, tu as 3 offres d'upsell. Moi, j'en ai pas. Et au final, tu peux avoir ce coach, cette personne qui va dire hey, moi, je vais t'apprendre à closer parce que moi, j'ai fait tant. Et personne n'a fait autant que moi. Ouais, mais on n'a pas eu les mêmes conditions. En fait, là, on est en train de voir un peu de l'intérieur comment ça se passe quand tu closes et quand tu es dans une structure. Exactement. Et même quand tu es top performer, les défis que tu vas vivre, en fait. Exactement. Parce que moi, en fait, je vois ça de l'intérieur. Et quand tu prends un peu de recul de l'extérieur, tu as des phrases du style hey, personne ne fait comme moi. Personne ne fait mes factures. Ben non, je suis désolé. Moi, si tu me donnes une offre de base et 3 upsells, je t'explose les chiffres aussi. Tu vois. D'accord. Et donc, il y a ça. Et ça, c'est un exemple. Mais un autre exemple. Ouais, dis-moi. Un autre exemple qui est très dangereux et que je vois beaucoup. Et là, on a des coachs qui ont closé une seule offre toute leur vie, dans une seule industrie avec un seul avatar, et qui vont te dire « Je vais t'apprendre à être un top performer. » Ok, très bien. Non seulement ça peut être dangereux parce que tu n'as closé qu'une seule offre dans ta vie, ta carrière de vente, c'est du closing high ticket avec un seul partenaire. Un seul avatar client, une seule niche, une seule promesse. Comment est-ce que tu vas gérer tous tes clients qui sont en différentes structures, industries, où les modèles ne sont pas toujours les mêmes? Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est très dangereuse, et là, j'avertis vraiment tout le monde dessus, c'est tous ces coachs qui vont te dire « fais comme ça parce que j'ai fait comme ça ». Ça, c'est un discours qui est très dangereux parce que tu le disais. Ouais. En fait, formateur, coach et top performer, ce n'est pas la même chose. Un coach est capable de s'adapter à ses clients. Un coach est capable de non seulement produire, mais surtout faire en sorte que le client sache consommer. Moi, chez Sales Mindset, dans notre structure, on a des clients de toute industrie confondue, avec des personnalités différentes, et je ne peux pas leur transmettre le même message de la même manière. Ou je te donne un autre exemple qui va peut-être parler à tout le monde.
j'ai closé en 2 call close, donc des processus en 2 appels, et je te dis de faire ça tout le temps, à tout le monde, dans toute structure. Ah non, c'est de la bêtise. Parce que dans beaucoup de structures, le one call close est recommandé, de closer seulement sur un appel. Autre exemple, plutôt management, il faut faire des meetings tous les jours d'1 heure. C'est important, culture d'équipe, Même si tu n'as pas de rendez-vous. standard, tout. Même si tu n'as pas de rendez-vous. Non, c'est la culture d'entreprise, là, c'est les standards. D'accord. En fait, dans certaines structures, c'est super important. Moi, j'étais dans une équipe où c'était important. Et lorsque je loupais une journée, j'avais l'impression de louper une semaine. Ah ouais. Donc, c'était super important de prendre tous les jours 1 heure. Mm. Mais dans une grande majorité des cas, ce n'est pas forcément nécessaire. Et là, en fait, tu vas dire à des gens de prendre un meeting, de faire des meetings d'1 heure tous les jours, bah, tu vas saouler les commerciaux. Tu vas saouler les closers, les setters, même l'infopreneur. C'est une perte de temps incroyable. Alors pour ceux qui suivent là, ce qu'on est en train de dire, parce que on est en train de parler de plusieurs étapes et plusieurs domaines dans le monde du closing. On a parlé de comment se former, on a parlé de conseils pour les coachs, de conseils pour les head of sales, comment tu gères ta structure, comment tu l'optimises. Mais si je veux revenir sur ce professionnel de la vente qui veut juste s'améliorer, qui veut devenir un top performer, Ouais. et qui est face à ce marasme et ce spectacle de coach et d'offres dans le monde du closing. Quel conseil tu lui donnerais, quelle feuille de route tu lui donnerais pour bien faire son choix et bien avancer très rapidement? Ah bah écoute, parfois tu peux avoir la meilleure des préparations et te manger des claques quand même. Parce que, encore une fois, dans ce marché-là, il y a beaucoup de choses étonnantes. Mais ce que je dirais, c'est tout simplement d'aller auprès de ceux qui t'inspirent, auprès de ceux auxquels tu te reconnais dans tes principes, dans tes valeurs, parce que c'est des fondations, c'est la base. Je préfère avancer avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi et qui n'est peut-être pas le meilleur. C'est fou, hein? Ouais. Mais qui partage les mêmes principes que moi, parce que je sais que je ne vais pas devoir mettre des filtres dans ce qu'il va dire. Et donc, aller auprès des personnes qui t'inspirent, aller auprès des personnes qui sont là où tu as envie d'aller, et surtout aller auprès des personnes et regarder en fait ce qu'ils partagent, ce qu'ils dégagent. Parce que c'est pas ta carrière professionnelle qui va m'inspirer. C'est comment est-ce que tu es de manière générale. Parce que si tu as une carrière professionnelle à succès, mais que ta vie personnelle est faible et pauvre, bah, tu vas pas m'inspirer. Le perso prend le dessus sur le pro. J'ai quand même l'impression, depuis tout à l'heure, quand tu partages ces éléments, pourtant tu es quelqu'un qui a été formé, t'as pris, enfin, voilà, tu t'es bien entouré, tu as eu des mentors, vraiment tu es passé par beaucoup d'accompagnement et tu as pris conscience très tôt du marché dans lequel tu étais. Mais en fait, je me dis, c'est un milieu de requins. Le closing Ouais. ou l'infoprenariat? J'ai envie de dire de manière globale, le business en ligne. Et je pense que les nouveaux, les débutants, ils arrivent avec beaucoup de bonnes intentions, ou parfois même avec une intention qui est mauvaise aussi. C'est faire de l'argent très rapidement, coûte que coûte. Et du coup, le conseil que tu viens de donner sur l'importance d'être bien entouré et de bien choisir son mentor ou son formateur, et c'est clé. Ouais. En fait, encore une fois, si tu viens pour faire de l'argent vite et bien et braquer la banque et briller plutôt que durer, ne parle même pas avec moi. De toute façon, je vais le voir. Hein. Mais ne parle même pas avec moi parce que c'est un problème de mindset. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu as une énergie du manque. Ou tu as une énergie de compétition, de concurrence, de comparaison constante. Et la comparaison, c'est de la victimisation. Ah ouais. Et je préfère avancer avec un mindset de croissance. Donc je viens apprendre un métier. Je ne viens pas prendre une place dans une équipe, me former à un poste, juste parce que c'est la tendance du moment. Parce que si tu es dans cet état d'esprit, que tu t'intéresses au closing, si ça ne marche pas pour toi après 2-3 semaines, ce qui pourrait être tout à fait normal, en 2-3 semaines, tu ne deviens pas un monstre, tu vas faire quoi? Du trading? Du dropshipping? À la première tempête, en fait, tu vas disparaître. Et ça ne m'intéresse pas. Ok. Si on parle un peu de ton parcours, j'ai l'impression que, de ce que je sais, l'expérience la plus difficile que tu as vécue, c'est celle du porte-à-porte, non? Quand tu faisais du closing, quand tu as appris la vente. J'ai dit que j'allais tout dire. Oh, Je bah oui. vais te partager une expérience que j'ai jamais partagée à personne, il me semble.
même pas à toi. Bah ouais. Et pourtant, on se connaît depuis des années. Je parle beaucoup du porte-à-porte. C'était peut-être mon expérience préférée dans toute ma carrière de vente parce que ça a été très formateur pour moi. J'ai pris beaucoup de claques, j'ai dû vraiment contrôler mon ego et comprendre des choses qui m'ont ouvert beaucoup de portes après. C'est le porte-à-porte qui m'a ouvert American Express, qui m'a ouvert des grosses boîtes où j'ai pu être commercial et prendre une place assez vite et m'amuser dans ce métier-là. Avant ça, il y avait quand même des expériences, dont une qui m'a particulièrement marqué. Je travaillais pour UNICEF et je devais closer des gens à la sortie du métro à Montréal. Et cette expérience-là, était de loin la plus dure. Tu faisais du street marketing. Absolument. Qu'est-ce que c'était dur déjà parce que c'était ma première vraie expérience. Ouais. Je te parle pas de je suis vendeur dans une boutique, hein. Je te parle de vraie expérience dans le dur. C'était ma première. Et remplie d'échecs, remplie de rejets. Et c'était plus dur pour moi de vendre un don de 5 $, 10 $, 15 $ ou un abonnement mensuel de quelques dollars que de vendre des programmes à plusieurs milliers d'euros. Que de vendre des programmes à 300 000 euros. Quand je travaillais en tant que commercial dans l'IT. Donc mes clients, c'était Dell, c'était Google, c'était Microsoft, c'était IBM. Là, j'avais des contrats à plusieurs centaines de milliers de dollars et c'était plus facile que vendre un don à 5 euros. Okay. C'est très intéressant parce que ça revient un peu à ce que je t'ai dit au départ. Je t'ai dit, moi, j'ai pas de mal à faire mes étapes de vente, mais à ce moment-là, je bloque. Et je pense qu'en fait, dans la vente, on a tous des étapes là où on bloque. Ouais. Chacun. Ouais, bien sûr. La question, c'est pourquoi moi, je bloque à ce stade-là? Pourquoi pour toi, c'est très dur de faire un don, alors que pour moi, enfin de vendre un don, alors que pour moi, c'est très facile? Ouais. Qu'est-ce que tu as fixé? Intéressant ça. Yes. You have a mindset problem and we can fix it. C'est qu'est-ce que tu as fixé, qu'est-ce que tu as résolu pour pouvoir ensuite réussir à vendre ça et vendre autre chose. En fait, c'est intéressant ça parce que toi, tu vends facilement des dons. Ouais, très intéressant. Et pour moi, c'était l'expérience la plus dure. En fait, c'est que tu as ta carte du monde, tu as tes croyances, tu as ton expérience. Et moi, j'ai la mienne. On a un exemple encore ici que tout le monde est différent et ne fonctionne pas de la même manière. Tu as des qualités que je n'ai pas et j'ai des qualités que tu n'as pas. Moi, pour moi, vendre des dons, c'était... j'avais l'impression de déranger les gens à la sortie du métro et de quêter de l'argent. Très dur pour mon ego. Et vendre un programme en ligne, c'est différent pour moi. Je ne le vois pas de la même manière. Je te parle de ça il y a des années, des années. Maintenant, je ne pense pas avoir ce problème-là. Mais c'est avant tout une question de perception. Comment est-ce que toi, tu vois les choses? Et je vais te donner un exemple qui va te parler. On ne va pas aller très loin. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu me montrer à travers les réseaux. Ouais. Je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'ombre et qui vit très bien dans l'ombre. Et tu m'as challengé là-dessus. Et il y a une phrase qui m'a bien marqué. Tu vas la découvrir en live là tout de suite. Tu me disais, tu sais, Oussama, il y a beaucoup de fake en ligne. Il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Je n'ai pas besoin d'être un expert dans la vente pour le voir et le ressentir. Exactement. Et il y a tellement de mauvaises choses en ligne qu'il faut contrebalancer avec du bon contenu. Ouais. Et donc, à partir du moment où tu as un savoir, tu as l'obligation morale de le partager. En fait, de rééquilibrer parce qu'il y a des personnes qui cherchent de l'aide. Tu m'avais dit comme ça d'une certaine manière, hein, je le dis un peu avec mes mots. Ouais, c'est très puissant. Tu t'en rappelles? Ouais, c'est très puissant. Et bien ça m'avait marqué. Parce que j'avais pas envie de me mettre en ligne, j'avais pas envie de me montrer, j'étais bien dans mon coin. Mais lorsque tu m'as dit ça, en fait, tu m'as donné une raison de le faire. Et juste le faire pour le faire, ça ne m'intéressait pas. Me montrer pour dire hey, suis-moi, je suis le plus beau, le plus fort. C'est pas ce qu'on fait toujours aujourd'hui, mais je le voyais peut-être un peu comme ça et ça me freinait. Et comme j'ai changé ma perception de la chose, j'ai changé mes actions et j'ai changé mes résultats. Ok, mais j'ai une question. Je vais pas te lâcher. Vas-y. Maintenant que tu es coach en vente, qu'est-ce que tu dirais à cet Oussama-là qui était dans la rue et qui n'arrivait pas à vendre? Avant tout, pourquoi est-ce que tu le fais? En fait, il faut comprendre le driver interne. Il faut comprendre ce qu'on appelle le dominant buying motive. Est-ce que tu le fais juste parce que tu dois gagner ta vie et payer des factures? Ou est-ce que ce que tu vas faire là va avoir un impact par la suite? Tu vas pouvoir nourrir des orphelins, des familles, sauver des projets. Et ça, c'est peut-être le driver qui me manquait.
Ou alors, je n'avais peut-être pas mis le focus dessus. Je n'avais peut-être pas regardé au bon endroit. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de croire. Si tu veux voir, tu dois le croire. Et donc, je devais croire que c'était possible. Parce que la différence entre ce Osama qui était dans les métros montréalais avec UNICEF et celui qui closait en porte-à-porte, à moins 20, moins 30 degrés l'hiver au Canada, le deuxième y croyait. D'accord. Le deuxième croyait que s'il passait cette opportunité-là, avec succès, tout le reste allait être facile. Donc, c'était ni une question de process de vente, ni structure, ni traitement d'objection. C'était vraiment sur le why, sur pourquoi je le fais. Absolument. Absolument. Parce que ça te met directement dans le bon mood, dans la bonne énergie, et l'énergie, la stratégie tous les jours. Ok. Moi, j'aimerais parler d'un sujet, j'aurais peut-être même dû commencer par ça. Je te donne ma perception. Là, je ne suis pas en mode interview, vraiment, je te donne ma perception. C'est que je pense que j'aime pas cette expression de vendre sans vendre. Ouais. Parce que pour moi, vendre, c'est bien. Vendre, c'est autorisé. Ouais. Vendre, c'est bon. Ouais. Tu vois, si je devais, ce que j'aime pas, c'est vendre. Je dirais, c'est vendre sans vendre son âme. Tu vois, ou Ouais. tu vois ou pas. Ouais. Mais vendre, c'est cool, c'est bien. Bien sûr. Tu es d'accord sur ça? Bien sûr, je veux ton avis. Bien sûr. Bien sûr qu'on est d'accord. En fait, moi, ce qui me fait vraiment kiffer dans la vente et sur un appel, c'est lorsque, en fait, comment est-ce que je le vois, c'est que je donne les clés du camion au prospect. Parce que c'est sa vie, c'est ses problèmes, c'est ses solutions, c'est son argent. Donc je lui donne les clés du camion, je ne me positionne pas comme un héros. Ni en tant que closer, ni en tant que coach. Je te donne les clés du camion et je suis copilote. Moi, j'ai la carte, j'ai le GPS. Et j'avance avec toi. Et donc, ce qui me fait kiffer, c'est lorsqu'un prospect se choisit en pensant être en total contrôle de la situation, en désactivant tous les systèmes d'alarme du cerveau reptilien qui te dit « fais attention, attention, commission, vendeur, attention, attention ». Et lorsque le prospect prend la responsabilité du problème, il prend celle de la solution et il est complètement aligné avec lui-même. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans sa tête. Je lui montre juste qu'il ne voit pas. Et donc, à la fin, quand il achète, il se sent bien, il se sent soulagé. Il y a toujours de la peur, mais à côté de ça, il y a de l'excitation. Parce qu'il sait qu'au fond de lui, ça vient de lui. Et donc, oui, ça, c'est vendre et c'est servir. Moi, je suis là pour te servir. Ok. J'aime beaucoup l'approche que tu as eue là depuis le début, c'est de voir la vente comme un vrai métier, même le métier de closer, hein, d'accord? Ouais. Un vrai métier. Et de voir le métier de closer sur le long terme comme une vraie carrière. Mais Ok. bien sûr, ouais. Ok. Maintenant, si je reviens à toi, c'est quoi la plus grosse erreur que tu as fait dans ta carrière de closer? D'avoir été trop gentil. Ah bon? Je t'ai partagé plutôt une expérience que j'ai eue dans une équipe où je closais une offre quand mon collègue en closait 4. C'est avoir été trop gentil. Avoir accepté qu'un client, un prospect que je close et qu'un autre closer le prenne en upsell, un programme 3 fois plus élevé, ça a été une erreur. J'ai accepté ça, j'ai ouvert la porte. Dès qu'il y a une autre offre dans la même structure, il y a eu la même erreur qui a été faite. Je l'ai accepté une fois, je ne l'ai pas accepté la deuxième fois. Et j'ai été trop gentil dans le sens où je me dis, en fait, c'est pas de la faute du closer, c'est l'infopreneur. Donc je suis parti. Moi, je suis pas aligné avec ça. Il y a une croyance qui a été cassée. La croyance quand je suis arrivé, j'étais top performer d'une autre structure. Et il m'a dit en démarrant, cet infopreneur, je veux pas que tu viennes ici pour faire moins. Je veux que tu gagnes plus. Et moi, ça me parlait, tu vois. Je me dis, ok, pense à moi. Tu as une famille, tu as des enfants, tu as ça. Moi, j'aime bien ce discours-là, tu vois. C'est on est ensemble, on gagne ensemble. Et sur le terrain, j'ai vu autre chose. Mais ça m'a pris 1 an. Ça m'a pris 1 an parce que je donnais des excuses. Et là, pour le coup, à cet infopreneur-là, mais aussi aux partenaires qui peuvent manger dans mon assiette. Parce que ça n'a pas dérangé l'autre closer de venir prendre tous mes clients. D'accord, mais Ça, c'est un exemple. Ouais. La gentillesse, là, je te challenge. Vas-y. La gentillesse, c'est ta nature. Ouais. Donc, tu penses que c'était une erreur? Une erreur d'avoir été trop gentil. D'accord. Parce que, tu sais, il y a une règle en négociation qui dit que tu n'obtiens pas ce que tu mérites, tu obtiens ce que tu demandes. Ouais. Et moi, j'ai assez fait confiance aux autres pour estimer recevoir ce que je méritais.
Là, je t'ai donné un exemple d'une équipe avec un infopreneur qui n'a pas été honnête et un closer qui s'est servi dans mon assiette. Et qui à la fin pouvait dire hey, personne n'a fait mes factures à moi. Personne n'a eu les avantages que tu as eu toi. Personne. Et Dieu sait que j'ai de l'expérience. Deuxième chose, j'étais dans une équipe que je manageais et l'infopreneur m'a fait une offre de management. Moi, je suis venu pour closer à la base. Il m'a dit j'aimerais bien que tu manages aussi. L'équipe, on a besoin d'un sales manager. Et je lui avais dit non. Je gagne plus quand je suis closer. Il me dit fais les deux. Et là, je dis le bourbier. Je dis on va essayer. Sauf que moi, je déteste une chose, c'est être moyen en tant que closer et manager. C'était ma peur. Donc, j'essayais de trouver mon rythme et c'était pas évident parce qu'à côté, je coachais. Donc, j'ai lâché le closing dans cette équipe pour manager seulement. Et il m'a fait une offre que j'estimais être faible par rapport à mon bagage en tant que manager, coach et closer avec expérience et avec quand même un CV. Mais par le passé, il a eu un historique où il s'était un peu fait arnaquer, le sales manager a foutu un peu le bordel, donc il reconstruisait là son département. Et donc il m'a un peu fait de la peine. Et je lui ai dit, tu sais quoi, t'es en reconstruction, techniquement tu sais pas si tu peux me faire confiance, moi non plus. Donc on va avancer, je vais m'aligner sur ce que tu me proposes. Mais compte sur moi pour venir toquer à la porte d'ici un mois. Il m'a dit pas de problème. Et après un mois, je lui ai dit alors comment est-ce que tu trouves les résultats? Très bien, content, on a des process, ça avance, c'est structuré, ok super. Là, l'erreur que j'ai faite il y a un mois plus tôt, c'est d'avoir eu cette empathie-là pour dire ok, tu viens de construire un business, c'est quoi, on va y aller doucement. La vérité, c'est que moi, c'est pas ce que j'enseigne aujourd'hui. C'est on démarre un partenariat, tu prends des risques, j'en prends aussi. Tu as eu des problèmes par le passé, je suis désolé de l'entendre. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qui vais payer pour ces problèmes-là? Et aujourd'hui, ce que j'enseigne à mes closers, c'est hey, quand tu rentres dans une équipe, tu es en période d'essai. On t'observe, on t'analyse. On te le dit, parfois on ne te le dit pas. Mais toi aussi, tu es en période d'essai, dans ta tête. Je veux voir si je m'y plais là, si je me sens bien, si je me sens soutenu, si je suis dans un environnement de croissance, si les leads sont de qualité, si la promesse est tenue envers les clients. Et il y a pas mal de questions que mes closers aujourd'hui, les personnes qui se forment chez moi, savent poser, savent identifier avant même de prendre un appel. Parfois, ils ne vont même pas plus loin. Ils ne démarrent même pas des partenariats parce que les questions préalables n'étaient pas satisfaisantes. Enfin, les réponses aux questions n'étaient pas satisfaisantes. Donc, c'est un autre exemple. Encore une fois, je développe un peu là, mais d'avoir été trop gentil, ça m'a fait perdre du temps et surtout beaucoup d'argent. Ok. Parce que c'est un monde de requins. Encore une fois, c'est un monde de requins. Je vais parler là au closer principalement. Tu vis avec la pression. Tu as un revenu qui est basé sur des performances. Si tu n'es pas bien dans ta tête, tu auras du mal à closer. Comme on dit, ce n'est pas des problèmes de compétences qui tuent des business, c'est des problèmes personnels avant tout. Donc déjà, tu dois gérer ça. C'est que ton perso peut avoir un impact sur le pro. Ensuite, tu as des prospects au quotidien qui te balancent des objections, qui ont peur, qui ont de la mauvaise foi, qui sont pas, voilà, qui se présentent pas. Donc, tu as le prospect à gérer. Et ce métier-là qui n'est pas facile. Tu as une équipe, un manager ou un infopreneur qui attend de toi des résultats. Et c'est normal. Il investit beaucoup. Il a sacrifié beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour monter ce business-là. Et il te donne une responsabilité énorme. Donc, tu as la pression du management, tu as la pression des prospects, tu as la pression du résultat, tu as la pression des concurrents parfois, des collègues. En fait, tu es seul contre tous. Et comment tu peux, je n'arrive pas à le comprendre, comment est-ce que tu peux partir à la guerre sans être préparé, sans avoir une armée, au moins un minimum. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui sur le terrain. Ça, c'est une réalité du marché. Et donc, tu ne peux pas être trop gentil, baisser ta garde, ou ne pas avoir un écosystème autour de toi sur lequel tu peux t'appuyer. Ouais. Est-ce que ça te parle? Ouais, ça me parle énormément. Et parce que moi, mon intérêt premier, c'est que les personnes qui s'intéressent à ce domaine-là, qui sont vraiment passionnées par la vente et qui veulent avancer, puissent avancer avec les bonnes personnes et qui puissent être une vraie plus-value dans ce marché-là, tu vois, qui viennent apporter quelque chose, qui viennent prendre la place. Il y a des places à prendre et il faut les prendre, il ne faut pas attendre. Ça, c'est sûr. Il y a des pratiques en plus qui sont un peu, que je trouve parfois bizarres. Je vais attendre ton avis dessus. C'est celle de montrer ou promettre des chiffres
aux personnes qui rejoignent des programmes ou avec qui on va travailler. Tu vois, il y en a même qui montrent leurs chiffres en direct. Ouais. Ça évoque quoi en toi, ça? On peut manipuler les chiffres comme on veut. Ça, c'est une chose. Encore une fois, il y a des personnes qui se vantent de faire tant de chiffres d'affaires, mais tu closes 4 offres, dont 3 qu'on te sert sur un plateau, qui sont des upsells, et qui les upsells coûtent souvent beaucoup plus cher que l'accompagnement de base. Et au final, est-ce que ça veut dire que tu es bien meilleur qu'un autre, ou bien tu es juste à la bonne place, tu as la bonne opportunité? Et tu en as qui sont très opportunistes et pas vraiment compétents. Après, tu as aussi des personnes qui vont... Ok, je vais rejoindre l'équipe du plus grand coach francophone. Je vais faire 1 mois chez lui, puis je vais partir. J'aurais fait une vente. Donc, catastrophique comme expérience. Je vais faire la même chose avec un autre top coach et un troisième. Et après, je vais mettre dans ma bio, j'ai closé chez les plus gros de cette industrie. Tu vois comment tu peux manipuler? Alors que tu as fait un mois là et un mois là. Tu as fait 1 mois là, 1 mois là, 1 mois là, tu as fait 3 ventes grand max, dont un qu'on t'a servi sur un plateau, tu as quitté. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Effectivement. J'ai closé chez le plus grand sur le marché anglophone. Ouais, j'ai arrêté après 1 mois parce que décalage horaire, c'était pas bon pour moi et ma santé. Là, j'ai arrêté ici. J'ai closé chez un tel ici. Tu joues en fait sur des mots. Et ça, je l'ai vu de près et de loin. Beaucoup de personnes. J'ai fait tant d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, tu prends que des paiements 10 fois. Ou alors, j'ai fait un close à 50 000. Ouais, c'est un upsell sur 12 mois avec un paiement 12 fois. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, waouh, il a closé à 50 000. Ben, j'ai closé un upsell d'une personne qui était satisfaite, qui a généré des revenus avec un paiement 12 fois sur 12 mois. Un programme sur 12 mois. En fait, quand tu creuses un peu le sujet, c'est toujours tout de suite moins alléchant. Et il y a beaucoup, ça on est inondé sur le marché de genre de promesses comme ça, de personnes qui se vantent et qui jouent un peu sur les mots et sur les datas. Cette semaine, j'ai eu une discussion avec un ami que tu connais très bien et il me disait, moi je pense que le closing c'est une bulle. Ouais. Que en vrai c'est juste une tendance et qu'en vrai ce qui est vraiment durable, c'est de parler de vente, de sales de manière globale. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, franchement, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que le closing, c'est une bulle. En fait, le business model du closing, ça l'est ou ça ne l'est pas, Dieu seul sait. J'ai l'impression, moi, que c'en est une. En tout cas, ce qui n'en est pas une, c'est de se former au métier de la vente. Et en fait, c'est de sortir de ce cadre-là. Un closer pur, formé au closing, uniquement au closing, avec le modèle actuel, peut se dire, ben attends, et encore formé entre guillemets, hein, mais je ne peux pas faire de vente parce que je n'ai pas d'appel dans mon agenda. La personne n'est pas qualifiée. Tu te rends compte qu'à côté, tu as des commerciaux qui vont chasser tous les jours pour avoir ce que tu as sur un plateau, chez toi, au chaud, selon tes dispos dans ton agenda. Et aujourd'hui, on a des closers qui sont bien conscients de ça et qui se forment au métier. Moi, j'ai un de mes clients, il m'a fait kiffer. Le jour où il a démarré avec moi, il était top performer d'une structure. Je dis, ok, super, tu fais du volume, tu es numéro 1, mais tu es formé à ce métier-là, à ce poste-là, pardon. Donc si ton partenaire disparaît, tu disparais aussi. Et j'étais très aligné à l'idée de lui dire ça parce que c'est ce que j'ai fait moi en tant que closer sur le terrain. J'étais dans une équipe où je n'avais pas besoin de me former. Je pouvais prendre 10 appels par jour. Si c'est pas qualifié, je vire. Si j'aime pas ta fiche, je vire. J'allais avoir un appel toujours qui allait rentrer dans mon agenda. Donc j'aurais pu closer en me basant juste sur le volume. Mais tous les partenaires n'ont pas cette capacité marketing-là, cette force de frappe pour m'envoyer des leads tous les jours. Donc si ce partenaire disparaît, je disparais aussi. Donc je dis ça à ce closer, il me dit ouais, c'est vrai, t'as raison. Allô, ouais, écoutez, j'aimerais bien réduire mes dispos parce que je vais prendre un deuxième partenaire à côté. Non, on ne veut pas que tu prennes de dispo à côté, pourquoi, etc. T'es bien avec nous? Oui, je suis bien avec vous, mais j'ai envie de tester une autre industrie. Non, on ne veut pas. Ok, merci, au revoir, j'arrête. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a quitté, il est rentré dans une autre équipe et il a performé. Et une troisième équipe et il a performé. 3 industries différentes et maintenant il est formé au métier. Et tu sais quoi? Il a sacrifié 8-9 000 euros de commission régulièrement par mois. Aujourd'hui, il sait les refaire. Non seulement il sait les refaire, mais à la différence d'avant, c'est que maintenant, il a cette paix intérieure parce qu'il sait qu'il peut les refaire partout. Et pas dépendre d'un partenaire et de se retrouver dans ce qu'on appelle du salariat déguisé. Incroyable. Du coup, moi qui m'intéresse au closing, moi qui close déjà, ouais, de manière directe ou indirecte, mais moi qui close, pour finir, on va dire, ce bon moment qu'on a ensemble,
sur une note positive, et avec un petit roadmap. Quelles sont les 4-5 étapes, les 4-5 choses que je dois faire, ou même une chose que je dois faire là maintenant pour élever mon niveau et avoir des meilleurs résultats. En fait, un bon closer, un top closer, aujourd'hui, il se doit d'être complet. Dans le sens où il doit maîtriser les rouages de A à Z, de savoir comment est-ce que le prospect arrive chez lui et, et comment est-ce qu'il termine le processus de vente, le cycle de vente. Donc tu dois maîtriser tout le cycle de A à Z. Comment te préparer avant un rendez-vous? Comment démarrer le rendez-vous? Comment comprendre ton prospect, comprendre ses problèmes? Comment l'accompagner, le servir, le prescrire dans son meilleur intérêt? Comment traiter ces objections-là? Comment faire des suivis? Comment aller chercher des recommandations? Comment aller développer ce côté business intelligence aujourd'hui que les top closers chez nous maîtrisent? Ce qui consiste à tout simplement faire beaucoup plus que le collègue en prenant même moins d'appels que lui. Comment? Parce que j'arrive à identifier les failles d'une structure, j'arrive à identifier les opportunités, j'arrive à comprendre comment penser en dehors de la boîte, comment aller faire plus de ventes, quels sont mes freins, quelles sont mes limites et comment est-ce que je peux les retourner en opportunités. Et donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est de penser à tout ce cycle-là et de faire un travail sur soi, un travail de conscience. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et de monter toujours en compétence, de travailler tous les jours un peu plus à être meilleur. Et ça, c'est ce que je dis à mes clients. C'est ne regarde pas à gauche ou à droite, regarde plutôt ce que tu as fait hier et comment est-ce que tu peux faire mieux demain. Et en avançant toujours comme ça avec cet état d'esprit de croissance, avec ce mindset d'étudiant et de chercher toujours à être meilleur que soi-même. Si je me remets un peu dans tout ce qu'on a dit depuis le début, on a parlé de beaucoup de choses, mais il y a des mots très négatifs qui sont revenus, comme fake, milieu de requin, bulle, tu vois? Ouais. Est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir dans ce monde-là? Est-ce que ça vaut encore le coup d'aller dedans? Enfin, sous cette forme-là en tout cas. Et quel est l'horizon pour toi? C'est bien que tu me poses cette question parce que je ne veux pas cracher dans la soupe. Tu vois, j'en ai profité, moi, de ce milieu-là, de l'infoprenariat. Il y a beaucoup de fake, oui, mais il y a beaucoup aussi d'opportunités de clairement changer ta vie et de changer celle de tes clients. Et attention, j'insiste là-dessus parce que je le crois et je l'ai vécu. Et j'en ai vu une tonne le vivre. Donc, il y a bien sûr des escrocs comme partout, mais il y a aussi d'excellents éléments. Moi, aujourd'hui, je m'entoure de beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'infopreneurs, d'agences qui excellent dans leur domaine et je me régale, moi, à leur présenter des clients à moi, les yeux fermés, parce que je sais qu'ils délivrent à côté. Donc, c'est important de rebondir là-dessus parce que, encore une fois, je ne veux pas cracher dans la soupe. Il y a des très bons éléments, il y a beaucoup de bonnes choses dans cette industrie-là. En fait, le milieu de l'éducation a été complètement transformé, complètement révolutionné et je pense qu'on est même juste au début de cette révolution de l'information. Et donc pour beaucoup, l'infoprenariat, des produits en ligne d'accompagnement va être une voie rapide vers le développement et l'atteinte d'un objectif. Moi-même, aujourd'hui, j'accompagne des clients à devenir des top performeurs, à maîtriser la vente et à en faire une carrière stable et durable. Et ce qui me drive, c'est de voir le résultat de mes clients. C'est que c'est possible. Il y en a qui vont même dans le milieu de corporate, qui vont en entreprise et qui se régalent en entreprise. Tu peux utiliser ces compétences-là dans toutes les sphères de ta vie. Donc, il y a du mauvais, il y a beaucoup de fake, mais il y a beaucoup de fake. On sort même du closing et de l'infoprenariat. Dans ce monde-là tout court, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de fake. Donc, mais à côté, heureusement, il y a quand même des bons éléments et on se veut être parmi ces bons éléments-là. Quelle est notre responsabilité aujourd'hui? Notre responsabilité, c'est de délivrer un message qui va nettoyer un peu, révolutionner un peu ce marché. Moi, j'ai quelque chose qui me fait vraiment vibrer, c'est de créer un mouvement plutôt qu'un programme, c'est d'avoir un mouvement avec des éléments. Tu sais comment je fonctionne. Ouais. Je préfère avoir peu de personnes et en faire des machines de guerre. Parce que chez moi, mon objectif à moi, c'est mon ego trip, c'est qu'une personne chez moi en vaut 3-4 dans n'importe quelle autre structure. Ok. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon agenda caché. Et l'agenda dévoilé, c'est celui de t'amener à faire x2, x3 sur tes résultats actuels. Concrètement, est-ce qu'on peut dire que le taux de réussite, on va dire, des programmes d'accompagnement
en closing, est-ce qu'il est plutôt bon ou pas? Parce que je pense que dans ton programme, il y a des gens qui viennent d'autres programmes, et il y a des débutants, il y a des gens qui redécouvrent le métier. Ouais. Et qu'est-ce que toi, tu fais pour justement améliorer ça? Alors, moi, en fait, c'est très important ce que tu me dis parce que j'en ai beaucoup des personnes qui viennent d'autres programmes. Je ne saurais pas te donner tout de suite de data, mais on est au moins 40 ou 50%. D'accord. Facile. Donc, et c'est OK. C'est OK. Il y a beaucoup de personnes qui font un marketing même à ma place et je les remercie, je les aime beaucoup. Parce que je les vois même pas comme des concurrents, je les vois limite comme des collègues. Parce qu'ils vont aller taper dans la masse. Il y a des personnes qui s'intéressent au closing et ils payent là-bas, ils montent en compétences, ils utilisent un CPF ou autre. Et après, ils se disent, tiens, mais il y a quand même vraiment quelque chose à faire, hein, c'est sérieux ce truc-là. Ben, j'ai envie d'aller plus loin, j'en veux plus, et je vais fouiller, et puis ils peuvent tomber sur moi. Donc, j'en ai beaucoup qui viennent de différentes structures, et c'est OK. Et en fait, moi, je vais regarder surtout l'état d'esprit. Je ne vais pas regarder ce que tu as dans la poche, et combien tu vas me payer, est-ce que tu vas me payer. Je vais surtout regarder qu'est-ce que tu as dans le ventre. Et ce que tu as dans le ventre, je le vois quand tu as acheté 1, 2, 3 programmes. Je ne me dis pas, oh, t'as pas acheté t'es pas venu chez moi, pourquoi ou n'importe quoi. Je vais plutôt me dire, waouh, ok, cette personne a acheté déjà plusieurs accompagnements et elle est toujours en quête de croissance et de développement. Tu le vois plutôt positivement. Moi, je kiffe même. Ouais. Je kiffe ça. Quand je vois ça, je me dis, ok, d'accord. Il y a un drive derrière, il y a un truc, il y a quelque chose à faire. Et je préfère 1000 fois une personne qui a fait plusieurs programmes et qui n'a pas encore les résultats qu'elle souhaite, qui ne performe pas encore bien, qu'une personne qui a déjà pas mal de résultats, qui a beaucoup d'ego et qui n'est pas forcément coachable. Une personne qui a acheté 0 programme et qui n'a pas vraiment de conscience sur ce marché-là. Donc oui, j'en ai. Et ce que je vais regarder, c'est ça. Hein, c'est qu'est-ce que tu as fait pour? Parce que dans ce milieu-là, moi, parfois, je prends des appels, je parle avec les personnes qui s'intéressent à nous, à notre programme et ce que l'on fait. Et je ne fais pas de la vente, je ne fais pas du closing avec eux. Je vais juste rester dans un cadre de congruence. Tu veux développer ta carrière de closer et amener des prospects à passer à l'action tous les jours? Est-ce que toi, tu le fais? Et donc, peu importe où est-ce que tu as mis ton argent, tu l'as mis. Et ça, je trouve ça beau. C'est la première des choses. Si tu veux réussir dans ce domaine-là, sois congruent envers toi-même. Ok, si j'ai bien compris, là on a parlé, on a discuté, si j'ai bien compris le message, bienvenue à toi dans le monde du closing, mais sache que c'est un monde où il y a du bon et du moins bon et du très mauvais. Rentre dans ce domaine-là avec beaucoup de clairvoyance, mets les bonnes lunettes, regarde bien là où il faut, entoure-toi bien, forme-toi bien, adapte-toi à la personne qui est en face de toi quand tu es un prospect, etc. Et si tu prends ça comme un vrai métier et que tu penses carrière, tu peux aller très loin et tu peux encore faire beaucoup d'argent. Absolument. En fait, parfois, c'est le but. Tu ne peux pas aller chercher le succès en voulant éviter l'échec. Et que parfois, l'échec est sur le chemin du succès. Donc, c'est OK de se rater une fois. Parfois, c'est la faute du formateur. Parfois, c'est la tienne. Parfois, c'est un autre facteur qui peut être indépendant. Et c'est OK. C'est qu'est-ce que tu as appris là-dedans? Ça n'a pas marché, tu n'as pas eu les résultats, mais qu'est-ce que tu apprends pour avancer? Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de programmes un peu usine à gaz, tu vois, où on rentre 100 personnes par semaine et on te coach pendant 3 mois dans une académie. Et à la fin des 3 mois, on te donne un certificat et on te dit, allez, vas-y, va postuler, j'ai 3 partenaires. Et tu as 150 personnes qui vont postuler à la même place avec la même accroche. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a deux mondes dans le milieu du closing. Il y a le monde des baby closers qui passent plus de temps à chercher des opportunités, qui font peut-être un peu d'argent avec l'affiliation ou à documenter leur vie tous les jours. Ouais, j'ai eu un prospect hier, ci et ça, plutôt que de faire de l'argent. Et il y a l'autre monde avec les performeurs. Les performeurs en devenir et les performeurs qui sont déjà en poste et qui se régalent. Pour qui il n'y a pas de limite. Et il y a une opportunité de développement de carrière. Donc, il y a malheureusement ces partenariats-là. C'est OK, parfois tu peux te tromper. Parfois tu ne vas pas le voir. Mais sois fier de toi parce que tu es quand même passé à l'action. Tu as tenté des choses que la plupart ne feraient pas. Ok. Tu vois, beaucoup veulent beaucoup de choses, mais très peu mettent en place les actions. Donc si tu mets les actions et tu te trompes, sois au moins fier d'être passé à l'action. Y a-t-il encore quelque chose que je devrais savoir? Déjà par rapport à ça, c'est que si tu passes à l'action et que tu n'as pas les résultats et que tu ne te dis pas comment est-ce que je peux rebondir,
En fait, comment est-ce que tu peux accepter que l'histoire, ton histoire, se termine comme ça? Moi, je vois plutôt ça comme une motivation, à titre personnel. C'est-à-dire, ça m'intéresse là. C'est-à-dire, je vais me lancer, ça ne marche pas, je ne peux pas terminer sur ça. En fait, c'est pas facile. Il faut arrêter de croire que ce milieu-là est facile. Et je suis obligé de te le dire, et je vais terminer par ça, parce qu'il y a beaucoup de promesses aujourd'hui. Tu sais, viens gagner tes premiers euros en ligne, viens juste en prenant des appels au bord de la plage, à Bali ou à Dubaï, peu importe, et tu vas gagner ta vie. Viens faire entre 3 et 5 000 euros par mois. Hey, la réalité, je te la donne. Et ça, c'est ma réalité à moi, de ce que je vois moi. C'est que c'est pas un métier facile. Mais on se le rend facile. C'est pas un métier facile, et heureusement, parce que ça met un filtre à l'entrée. Toutes les personnes qui n'ont pas assez de courage, de motivation, de résilience émotionnelle vont vite partir et laisser de la place. Et donc, aujourd'hui, si tu veux performer dans ce milieu, c'est pour ça que je te dis qu'il faut avoir une appétence, il faut être passionné. Ouais. Ne vois pas cette opportunité-là comme du dropshipping ou du trading ou de la crypto. Viens ici pour faire une vraie carrière. Parce que la réalité, par contre, c'est que si tu comprends les codes de ce métier-là et tu te formes bien et que tu as un bon entourage pour t'accompagner, tu peux gagner bien plus que des médecins sans faire 15 ans d'études. Mm. Mais il faut le mériter. Il faut le mériter. Il faut aller le chercher. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois clairement. Je vois clairement. Et merci en tout cas pour ce partage-là. J'ai envie de rester encore une bonne heure, mais le temps ne nous permet pas. En tout cas, merci à toi d'avoir tout dit. Je ne sais pas s'il y a encore des choses qui sont Je dans ne les sais fonds de pas si j'ai tiroir. tout dit. Je sais pas si j'ai tout dit. Et par contre, j'ai décidé de plus rien garder pour moi. C'est pour ma paix intérieure, c'est pour ma santé mentale. Maintenant, je te partage tout. Ne coupe rien, garde tout, partage tout. Et c'est un plaisir d'avoir échangé avec toi. Et Merci. merci pour ce moment.